Le 16 août, le monde entier commémore la Journée mondiale du cerf-volant, un événement qui symbolise non seulement le plaisir et la liberté, mais aussi l'importance culturelle et historique des cerfs-volants dans diverses civilisations à travers le monde. Cette journée invite les amateurs de tout âge à explorer l'art du cerf-volant, marquant ainsi une célébration de l'ingéniosité humaine et de la créativité. L'essor de cette pratique remonte à plus de 2000 ans avec des origines qui se déploient depuis la Chine. Les premières mentions de cerfs-volants viennent des philosophes célèbres comme Mozi et Lu Ban. Cette invention s'est propagée à d'autres régions d'Asie, puis par les routes commerciales à travers le monde entier. Les cerfs-volants ne sont pas uniquement des objets de loisirs. Ils incarnent également un vecteur de transmission culturelle et scientifique. Au Japon, par exemple, le cerf-volant est traditionnellement utilisé lors de festivals pour repousser les mauvais esprits. En Inde, le festival de Makar Sankranti est célébré pour ses compétitions de cerfs-volants où des milliers de personnes se rassemblent pour manœuvrer leurs cerfs-volants dans des ballets aériens spectaculaires. La pratique du cerf-volant fait face à des défis contemporains, notamment en termes de réglementation aérienne. Avec l'augmentation de l'utilisation de l'espace aérien par les drones et autres appareils télécommandés, la nécessité de réguler ces activités devient plus pressante pour éviter les interférences et assurer la sécurité publique. En outre, les préoccupations environnementales exigent que les matériaux utilisés soient écologiques et durables pour minimiser l'impact écologique des cerfs-volants souvent abandonnés ou perdus après utilisation. La Journée mondiale du cerf-volant n'est pas juste une occasion de divertissement, elle représente une opportunité de réflexion sur les contributions culturelles, économiques et technologiques de cette invention ancienne. Elle rappelle l'importance de préserver ces traditions tout en les adaptant aux exigences modernes et aux préoccupations environnementales. En ce sens, elle encourage une réévaluation continue des pratiques et innovations autour du cerf-volant, assurant son évolution et sa pertinence dans le futur. J'ai demandé l'audience à la vice-présidente pour préparer le sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui aura lieu au début de septembre. Le Bénin est invité. Ce sera un moment important de diplomatie entre la Chine et tous les pays africains pour discuter les grandes lignes de coopération, les grandes orientations, les grands projets. C'est pour préparer notre coopération pour les 3 prochaines années. Depuis l'année dernière, nous avons établi, grâce à la décision de nos 2 présidents, un partenariat stratégique. Cette année, c'est la première année, donc il faut continuer nos efforts pour renforcer cette stratégie et faire bénéficier directement au peuple par des projets concrets. À chaque sommet ou bien à chaque FOCAC, la partie chinoise va sortir des mesures concrètes pour renforcer la coopération. Donc j'espère aussi Bénin peut en profiter. C'est une occasion à saisir. Selon moi, je ne peux pas passer une journée sans le téléphone portable parce que c'est un outil indispensable qui fait partie du quotidien. Moi, par exemple, je prends le téléphone portable pour travailler parce que je suis web entrepreneur. Je fais de la rédaction web, tout ça. Donc, sans téléphone portable, je ne vois pas mes activités prospérer en fait. Il faut reconnaître que c'est devenu aujourd'hui un outil indispensable. Et moi qui suis ici, je ne pourrai jamais
passer une journée, ma journée, sans avoir mon téléphone portable. Il s'agit bien sûr de mon Android, parce que c'est devenu mon outil indispensable. Vu que je suis journaliste, il va falloir que j'utilise ce portable à bon escient. Mais aujourd'hui, on constate que d'autres utilisent ces portables, ces outils à d'autres fins. Donc moi je crois que vu l'ère actuelle, on ne peut pas vivre sans le téléphone portable. C'est pas possible. C'est pas possible de rester même 5 minutes sans avoir son téléphone à côté. Pourquoi? Parce que sans le téléphone aujourd'hui, tu ne peux rien. Rien. Donc pour moi, c'est impossible. Le téléphone portable occupe une place très très importante, pour ne pas dire une place cruciale, parce que bon, à l'ère moderne aujourd'hui, par exemple, nous sommes à l'ère du numérique, donc le téléphone portable, ça fait partie des outils indispensables. Vous voyez, on ne peut pas tout le temps trimballer l'ordinateur. Donc avec le téléphone portable, il y a des tâches qu'on peut faire facilement en se déplaçant. À l'ère de la modernisation aujourd'hui, je crois que personne ne peut vivre sans un téléphone portable. Même quand on rentre dans les milieux reculés aujourd'hui, même la vieille qui est à la maison réclame aussi avoir un téléphone portable. Parce que déjà à la maison, tu as ton enfant qui est sorti depuis le matin, il faut se demander mais où est-ce qu'il est parti? Secondo, quand vous avez un portable Android, on peut communiquer en visuel avec celui qui est de l'autre côté, celui qui est à l'extérieur, hors du territoire national du Bénin. Et aujourd'hui, vous voyez, on ne peut pas décrire, on ne peut pas dire l'importance qu'occupe la place de téléphone aujourd'hui dans le monde entier. Dans l'ère actuelle, je crois que c'est devenu un outil indispensable. Je n'ai pas les mots pour le définir, mais le portable aujourd'hui, ça joue beaucoup de rôles dans la maison, dans le foyer, dans l'administration, dans les lieux de service, et pourquoi pas même surtout dans le secteur éducatif. La valeur d'un téléphone est énorme, qu'on ne peut le définir. Je prends un exemple par hasard. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de... Par exemple, sans le téléphone, tu ne peux rien en fait. Sans le téléphone, tu ne peux pas avoir de job, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire, tu ne peux même pas respirer sans le téléphone. Grâce à ton téléphone, tu peux trouver du travail. Tu peux trouver du travail, tu peux trouver des jobs, mais sans le téléphone, comment on peut te joindre? Sans le téléphone, comment... tu ne peux pas, on ne peut pas. Moi qui suis ici, par exemple, je ne peux pas rester 1 minute sans mon téléphone. Sans le téléphone portable, une journée, je vois que dans le monde actuel, dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut ignorer son portable parce que c'est le seul chemin praticable pour tout un chacun de nous. Par exemple, même en sortant de chez toi et tu oublies ton téléphone à la maison, 30 minutes après, je vois que partout où tu passeras là, tu ne seras pas en paix. Tu vas toujours penser, quelqu'un m'a appelé ou bien j'ai reçu certains messages ou pas. Donc tu auras toujours envie de t'approcher de ton téléphone. Donc c'est pour cela que c'est vraiment indispensable au jour d'aujourd'hui. L'Assomption, qui vient d'un mot latin signifiant enlever, est célébrée le 15 août de chaque année. Fête religieuse chrétienne, elle marque la montée au ciel du corps et de l'âme de Marie, mère de Jésus. Une célébration pleine de sens. Marie, c'est la mère de Dieu. C'est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. Et donc Marie a fécondé Dieu. C'est grâce à Marie que nous avons vu Dieu en son Fils Jésus. Et le Fils est parti jusqu'à la mort pour nous sauver de la mort. Donc le Fils nous a définitivement sauvés de la mort. Marie qui la porte, Marie qui a donné son corps au corps du Christ, ne peut plus connaître la mort. Et donc, pour nous les chrétiens, Marie a été portée par les anges au ciel parce que son corps, comme le corps du Fils, ne peut connaître la pourriture. Et ce que nous fêtons en Marie, nous le fêtons aussi pour nous-mêmes. Parce qu'en regardant Marie, Marie est donc primée par le Seigneur et par conséquent, nous espérons que nous aussi, après les efforts de cette vie terrestre, nous pourrons un jour être couronnés de gloire et d'honneur
de la part du Seigneur. Si Dieu est passé par Marie pour venir jusqu'à nous, nous n'avons pas d'autre route à prendre, nous n'avons pas d'autre chemin à prendre que Marie. Par Marie, nous allons à Dieu et grâce à Marie, nous pouvons tout avec le Seigneur. Marie, pendant tout le mois, les 12 mois de l'année, il n'y a pas un seul mois où on ne fête pas Marie. C'est vous dire que même l'Église a décrété que tous les samedis, on fête Marie. Marie est importante puisque c'est celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. C'est grâce à elle que nous avons reçu le Sauveur. Et Marie draine toujours du monde. Même en semaine que ça le dimanche, Marie c'est Marie. Elle a son secret, c'est la docilité à l'Esprit Saint. Et c'est à son école que nous pouvons aller jusqu'à Dieu. Et donc par conséquent, que ce soit en semaine ou le dimanche, je pense que cette fête-là, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui même, on célèbre comme le dimanche. Et on célèbre habituellement ici 8 messes. Donc les 8 messes sont célébrées comme le dimanche. Bon, c'est sûr que parfois il y a des messes qui sont clairsemées, mais n'empêche que la plupart des messes sont bien fournies. Marie porte beaucoup de noms. Marie, c'est la joie. Marie, c'est la paix. Marie, c'est la docilité à Dieu. Marie, c'est surtout celle qui apaise, qui rassure. Aux noces de Cana, elle a rassuré les disciples. Faites tout ce qu'il vous dira. Et je pense qu'en regardant Marie, nous retrouvons la douceur divine. Et je prie pour que tous les peuples à travers le monde puissent avoir la douceur mariale. Et en fin de compte, c'est Marie qui défait les nœuds. Donc s'il y a des discussions, des rivalités, des guerres, prions Marie. Avec le chapelet, tout est possible. Le Soudan du Sud, à l'approche des élections de décembre, traverse une période d'incertitude. Ce scrutin attendu depuis l'indépendance en 2011 est crucial pour la transition pacifique du pays. L'ONU a déclaré mercredi que le pays n'était pas prêt, mais le président intérimaire du RJMEC, chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord de paix, a reconnu des progrès, mais aussi des défis. En préparation des élections, le Conseil des partis politiques a adopté un code de conduite et enregistré 29 partis politiques. Cependant, il y a des craintes quant aux procédures et aux frais d'enregistrement. La Commission électorale nationale a reconstitué les hauts comités au niveau des États, mais des inquiétudes subsistent quant aux critères utilisés et à la représentation des hommes et des femmes. Déjà en proie à une crise humanitaire sévère, le Soudan du Sud doit surmonter des défis structurels pour garantir des élections transparentes. Malgré ces défis, la représentante permanente du pays auprès des Nations Unies reste optimiste. Le Soudan du Sud reste fermement attaché à l'accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud, ainsi qu'à la feuille de route qui a prolongé notre période de transition. Bien que nous ayons accompli des progrès en allouant des fonds à la Commission électorale, au Conseil des partis politiques et à la Commission nationale de révision constitutionnelle, nous reconnaissons que les critères nécessaires à la tenue du scrutin doivent être pleinement respectés. Nous travaillons pour relever ces défis et réitérons notre engagement à garantir des élections sans heurts et inclusives. La date des élections approche et la réussite de ce scrutin pourrait marquer un tournant décisif pour la plus jeune nation du monde. L'épidémie de choléra sévit dans 14 pays d'Afrique depuis le début de l'année 2024 selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 pays, les Comores, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, sont à ce jour considérés comme étant en situation de crise particulièrement aiguë. La sous-région orientale du continent connaît actuellement la saison des pluies et elle est confrontée à une résurgence des épidémies. Le phénomène El Niño a provoqué à la fois des sécheresses et une augmentation des niveaux de précipitations, provoquant des inondations et des glissements de terrain dans certaines communautés. Cette situation augmente le nombre de cas de choléra et le risque de recontamination des zones précédemment contrôlées. Le nombre de cas de choléra et de décès signalés au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique au 31 mai était respectivement de 14 973 et de 1618, avec un taux de mortalité de 1,7%. 5 pays, les Comores, la RDC, l'Éthiopie, la Zambie et le Zimbabwe, représentent 86,5% du nombre total des cas et 94,6% du nombre total des décès signalés cette année.
En mai dernier, 11 pays, Burundi, Comores, RDC, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe, ont signalé un total de 13 247 nouveaux cas et 126 décès. En Afrique du Sud, les autorités ont abandonné les charges contre 95 ressortissants libyens, ont indiqué des responsables jeudi. Ils avaient été arrêtés le mois dernier dans un camp militaire illégal. Entrés en Afrique du Sud avec des visas d'études, ces ressortissants de la Libye avaient été accusés de suivre une formation militaire avec des armes et des munitions retrouvées lors d'un raid. Lors de leur comparution initiale, les accusés ont affirmé qu'ils recevaient une formation en sécurité et non militaire. Faute de preuves suffisantes, les charges ont été abandonnées. La porte-parole de l'autorité nationale des poursuites, Monica Nyouswa, a cependant indiqué qu'une accusation a été portée à l'attention de l'ANP, celle de la violation de la loi sur l'immigration. Les 95 Libyens ont finalement été remis aux autorités de l'immigration. Ils devraient être expulsés vers la Libye dans les 48 heures. Ils se sont dit soulagés du retrait des charges et affirment que leur présence en Afrique du Sud était uniquement pour des raisons de sécurité. Les autorités sud-africaines continuent d'examiner les circonstances entourant leur formation. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que l'épidémie de variole du singe, aussi nommée Mpox, qui touche plusieurs pays africains, constitue une urgence de santé publique, après avoir enregistré 15 000 cas et 461 décès dus au virus. Nous devons comprendre les schémas de transmission, les populations à risque et leur dynamique. On assiste à de multiples vagues d'épidémies et à des variations de l'épidémiologie en elle-même. Mieux comprendre cela nous aidera à utiliser le nombre limité de vaccins dont nous disposons de la manière la plus ciblée et la plus appropriée. Ensuite, je demande aux pays qui disposent de vaccins de nous en faire don et de collaborer avec nous. La plupart des patients atteints de la variole présentent de la fièvre, des courbatures et de la fatigue, mais aussi une éruption cutanée et des lésions très contagieuses. On considère qu'une personne est contagieuse dès l'apparition des symptômes et jusqu'à ce que les lésions cutanées soient recouvertes d'une croûte, qu'elles tombent et qu'il y ait une nouvelle couche de peau. La transmission se fait principalement par de grosses gouttelettes respiratoires ou par contact direct avec des fluides corporels, des lésions cutanées, des vêtements ou de la literie contaminée. La majorité des patients atteints de la variole du singe se trouvent en République démocratique du Congo, mais des cas ont été signalés dans les pays voisins, notamment le Burundi, l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda. C'est le journal espagnol Vanguardia qui l'a annoncé. Le père du jeune footballeur espagnol Lamine Yamal a été poignardé à plusieurs reprises mercredi. Hospitalisé, il se trouve dans un état grave mais stable. Mounir Nasraoui a été attaqué alors qu'il promenait son chien dans un parking de Mataró au nord de Barcelone. L'agression est survenue après une bagarre avec des hommes qui l'auraient abordé. 3 personnes ont été interpellées. L'homme de 32 ans est devenu célèbre depuis l'Euro 2024 remporté par l'Espagne. Son fils Yamal, 17 ans, a été sacré meilleur jeune joueur du tournoi. En Irlande, le gouvernement menace de tenir les dirigeants des entreprises de médias sociaux personnellement responsables en cas de retard dans les retraits des contenus haineux et hostiles des plateformes numériques. Il faut que les entreprises de médias sociaux assument la responsabilité de ce qui se trouve sur leur plateforme. En fin de compte, elles génèrent des profits en mettant ces contenus en ligne. Il doit donc y avoir une obligation pour elles de surveiller ce qui est géré et hébergé. La Commission irlandaise des médias élabore un code de déontologie visant à rendre les entreprises des médias sociaux plus vigilantes quant à la suppression des contenus préjudiciables ou diffamatoires en ligne.
Le code devrait être adopté dans les prochains mois et les entreprises pourraient se voir infliger des amendes de plusieurs millions d'euros en cas de non-respect de l'éthique proposée. Les autorités irlandaises estiment qu'il est temps d'assainir les médias sociaux une fois pour toutes. Nous constatons des comportements nuisibles allant de la promotion du suicide à des contenus inappropriés, de la violence gratuite à la pornographie. Nous constatons des attaques contre les élus, des fonctionnaires, des agents publics et nous constatons, je suppose, un dénominateur commun très bas. Les récentes menaces en ligne contre des ministres du gouvernement irlandais et le Premier ministre Simon Harris auraient créé un sentiment d'inquiétude et incité à prendre des mesures contre les entreprises de médias sociaux qui semblent ne pas attacher d'importance à la suppression des contenus préjudiciables. Plusieurs des 10 grandes entreprises de médias sociaux au monde ont des bureaux importants à Dublin, notamment Meta, X et TikTok. Le ministère de la Santé de Gaza annonce que le bilan des victimes a franchi les 40 000 morts, un chiffre alarmant qui révèle l'ampleur tragique du conflit en cours. Israël continue de frapper, touchant des villes comme Hamad et Khan Younis, causant un lourd tribut humain. Selon des médecins locaux, le nombre de victimes pourrait être encore plus élevé, avec environ 10 000 personnes probablement ensevelies sous les décombres. Les efforts pour les retrouver étant limités par le manque d'équipement et de carburant. Sur place, les tensions restent vives alors que des pourparlers de cessez-le-feu sont en cours au Qatar avec l'espoir d'une trêve. Cependant, les violences et les tensions croissantes pourraient avoir des répercussions dans toute la région du Moyen-Orient. En Cisjordanie, occupée depuis 1976, les attaques israéliennes se poursuivent, notamment avec un raid de drones sur le camp de réfugiés de Balata qui a fait 2 morts mercredi. La situation dans le gouvernorat de Tuba est également critique. La tension continue de monter entre Israël et le Liban avec des échanges de tirs réguliers entre l'armée israélienne et le Hezbollah le long de la frontière. Le conflit entre Israël et le Hamas exacerbe ces affrontements, suscitant des craintes d'une escalade régionale. Les dirigeants mondiaux appellent ainsi à la désescalade, comme l'a exprimé jeudi Stéphane Séjourné, ministre français des Affaires étrangères, en visite à Beyrouth. Dans ce moment où nous sommes tous préoccupés de la situation régionale, message très simple également de désescalade, message adressé ici aux autorités libanaises évidemment, qui seront adressés également à certains autres pays dans la région, qui nous permettent de voir dans le futur quelque chose de plus apaisé dans ce moment un peu délicat que nous vivons. Avec plus de 500 morts du côté libanais, le ministre des Affaires étrangères Abdallah Bourhabib a exprimé ses inquiétudes. Nous sommes rassurés de savoir que 2 avions de ligne français continueront à voler vers le Liban. Toutefois, cela ne signifie pas automatiquement qu'il y aura un cessez-le-feu. Sans cessez-le-feu à Gaza, cela signifie que la guerre va durer très longtemps, que ce soit à Gaza ou ici. Le Hezbollah et Israël échangent des frappes presque quotidiennes depuis le 8 octobre.